Allô Jeannette, bonjour, ça va? Pouvoir t'interviewer. Donc on voulait savoir déjà comment tu vas et où en est aujourd'hui l'aventure, le calvaire de Stan. Oui, moi je suis épuisée là. Là, je viens de me faire un café pour tenir, bah, je ne peux plus. Parce que j'arrive pas trop à dormir forcément la nuit. Je me réveille toujours après quelques heures parce que j'ai des idées dans la tête et puis voilà, c'est normal. Bon, oui, la situation est grave. Hein. On est à 28 jours de grève de la faim aujourd'hui. Au moins, elle a le moral, on va dire. Hein. Enfin, à peu près. Elle essaye de garder le moral, un jour comme ci, un jour comme ça. Mais il essaye au moins de garder le moral mental, mais c'est pas évident dans une cellule où il n'y a pas de fenêtre, où on ne voit pas le jour, où on ne peut pas sortir, où on est à 11 personnes sur 19 mètres carrés, où il y a la télévision en permanence. Même la nuit, on ne peut pas échapper à ça. En plus, avec la grève de la faim, il a très froid. Non, il a eu mal au ventre là ces derniers jours et c'est pour ça on m'a appelé pour que je lui amène l'eau de coco. Et donc je lui ai amené tout ça. Et ça, ah oui, parce qu'il avait la fièvre aussi. Et donc ça lui a fait du bien, ça a fait descendre la fièvre. Et après, moi je voudrais qu'il continue avec l'eau de coco, mais il a dit il va mieux, la fièvre a descendu et son mal de ventre est parti et il va continuer la grève de la faim. Parce que là, je lui ai amené l'eau de coco encore et il a dit qu'il ne prendrait plus. Est-ce qu'il a accès à un médecin dans cette prison ? Il y a un médecin qui le suit, il prend la pression. Donc, et le gouvernement, il m'a dit qu'il prend l'attention. Et le gouvernement Maduro se positionne là-dessus ? Est-ce que vous avez des infos sur la situation et leur positionnement ? J'ai aucune information là-dessus. J'étais à la vice-présidence hier et j'ai parlé avec un assistant qui était déjà au courant puisque l'avocat de Margarita qui était là la semaine dernière les a déjà mis au courant. Mais voilà, s'ils me disent qu'ils étudient, on est mal. Hein. S'ils commencent à étudier maintenant... Effectivement, c'est un peu tard. Ouais, c'est pas la peine d'étudier, commencer à étudier maintenant. Même. Au niveau local, les soutiens locaux, la population, les personnes qui sont sur place, est-ce qu'ils le connaissent? C'est très difficile parce que moi, je connais personne ici. Nous, on connaît personne ici. On était 1 an et demi à Margarita. Et là, je suis à Caracas, on connaît personne. Donc, tout est à construire. Déjà, en espagnol, s'exprimer en espagnol, c'est pas évident. D'écrire en espagnol, tout le monde veut quelque chose en écrit. C'est pas évident, tout est à construire. Donc quand on commence à zéro et on est dans une urgence comme ça, c'est très compliqué. Donc le soutien vaut mieux qu'il vienne d'ici, de France, de Suisse, de gens qui le connaissent. C'est pour ça qu'il y a une pétition qui a été mise en ligne aussi. J'ai vu il y a plusieurs milliers de signatures déjà, mais je pense que les gens ont besoin d'informations. Mais si je suis tout seul, ça va être difficile. Hein. Donc, voilà, c'est ça, parce que les mails, comme j'en dis, les mails, bon, après, à la fin, on ne sait pas si ça arrive ou ça n'arrive pas. Les lettres sont souvent détournées aussi. Maintenant, l'ambassade, elle dit, OK, et eux, ils envoient les lettres avec la valise diplomatique, oui, 1 fois par semaine, oui, mais ça prendra beaucoup de temps. Et on n'a pas le temps. Donc, le mieux, c'est une mobilisation physique, déjà devant l'ambassade de Paris, à Paris, l'ambassade du Venezuela à Paris, le vendredi à 11h. Et ici, ça sera important. Maintenant, c'est sûr, qui peut se permettre ça, de venir ici? C'est très cher les vols et ça coûte de l'argent. Stan n'est pas un criminel. C'est tout le contraire, c'est un protecteur des enfants. Oui, pas seulement lancer l'alerte, il a essayé aussi d'aider les enfants. Oui. Il est passé à l'action. C'est justement ça qui n'est pas apprécié par le pouvoir en place. Parce que tant on est juste en alerte, ça va. Mais quand on passe à l'action, on dit, mais ça va, j'ai un enfant là. Je ne peux pas juste alerter, cet enfant a besoin de l'aide. Et il n'y a pas de justice qui va s'en occuper. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Qui va faire quelque chose? Et nous, on a tout essayé déjà. On a essayé de trouver les gens responsables partout. On n'a pas trouvé.
Et c'est justement ça qui est le plus gênant pour le pouvoir, que Stan a dit, mais moi, je veux apporter de l'aide concrète. Je ne suis pas juste là pour alerter et pour faire des rapports sur Internet. Et si on est au courant de quelque chose, d'un enfant abusé, ben, il faut réagir, c'est humain. Ce qu'on lui rapproche maintenant, on a dit, Interpol, quand ils ont arrêté, ils ont dit que c'était kidnapping, enlèvement. Maintenant, nous, on a été condamnés en août 2018, moi aussi, pour projet d'enlèvement. Projet, mais juridiquement, c'est la même chose, ça veut dire 10 ans de prison. Mais en fait, ce qu'ils ont fait, ils ont tourné notre projet d'interview avec les mères persécutées et, si possible, des enfants, en projet d'enlèvement. Même s'il y a toutes les preuves que c'était un projet d'interview, ils font comme ils font toujours, ils font disparaître toutes les preuves. Oh, on n'a pas vu ça, on n'a pas vu ci, oh, on s'en fout de la justice. Et voilà, et c'est terminé. Père de Sandrine Gachatois, c'était notre dernier dossier d'enquête où on voulait aussi prendre, si possible, les témoignages des enfants et la plus grande, surtout la plus grande de fille des enfants de Sandrine Gachatois. C'était ça le projet. C'est moi qui ai approché l'enfant et je demandais est-ce que tu peux me dire quelque chose devant une caméra un autre jour avec plus de temps. Et l'enfant me disait qu'elle n'a plus de souvenirs. Donc ça tombait à l'eau complètement. Mais tout ça, je l'ai noté. Je l'ai noté dans mon cahier, précisément avec les mots comme ça. Et donc la police après, quand ils ont trouvé ce carnet, dans la voiture dans laquelle Stan se faisait arrêter un mois plus tard, à l'autre bout de la France, vers Besançon, ils ont trouvé ce cahier. Dans ce carnet, dans la première page, il y a mes notes concernant qu'est-ce que j'ai demandé à Léa, la plus grande des enfants de Sandrine Gachatois. Est-ce que tu peux me dire quelque chose devant une caméra un autre jour avec plus de temps? Donc caméra, c'est pas un projet d'enlèvement. Et eux, ils disent, voilà, ici, c'est la preuve. On tient la preuve du projet d'enlèvement. Ici, il est. Mais la première page, on ouvre. Mais non, caméra, tu peux me dire quelque chose. Voilà. Mais voilà, il n'y a rien à faire. Hein. La justice, elle fonctionne comme ça. Ma question, c'est que c'était un premier jugement. Il n'y a pas eu d'appel. Il n'y a pas eu d'avocat. C'est-à-dire qu'ils ont fait un jugement. Ils n'avaient pas pu faire appel. Il n'y a pas de défense. Il n'y a pas eu de défense de votre côté. Il y a. Donc ça, c'était en première instance. Maintenant, je crois savoir qu'une amie qui est mise en cause dans la même histoire pour nous avoir prêté le camping-car pour nos enquêtes a fait appel. Donc à vérifier, parce que s'il y a appel, je ne sais pas comment Interpol peut intervenir. Moi, je n'ai rien du tout reçu. Moi, j'ai les documents que moi, j'ai reçus quand moi, j'étais incarcérée dans cette histoire. Parce que dans la même histoire, j'ai déjà été incarcérée en 2012-2013 en France, 3 mois et demi. Pour la même histoire. Pour la même histoire, en détention provisoire. Et après, j'étais libérée provisoirement. Et après, j'ai disparu. C'était où? C'était où Après, j'ai disparu parce que je craignais 10 ans de prison ou l'asile psychiatrique. Et à la fin, ils m'ont condamnée à 1 an, il me semble, avec du sursis. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune preuve. À 5 ans, ils enferment. Et pourquoi Sainte? En Charente-Maritime. En Charente-Maritime. Parce que c'est la personne qui a porté plainte, c'est qui? C'est la famille? C'est le père, la mère? Celui qui a accusé, c'est le procureur de Sainte. Parce que, comme ils ont su que nous avons enquêté sur l'affaire de Sandrine Gachatois, donc sur les malversations de ce procureur Philippe Coindeau à Sainte, comme il a su que nous étions en train d'enquêter sur ce cas, lui, il nous a accusés avec ce soi-disant projet de kidnapping, puisqu'il était un peu inquiet. Donc c'est le procureur tout seul. C'était le procureur tout seul au début. Et après, bien sûr, il se joint la famille Calulo, l'ex-mari de Sandrine Gachatois. Ça serait intéressant de savoir quel lien ils ont avec tous ces réseaux. Mais bon,
Oui, ça c'est intéressant. Nous avons mis en lumière avec toutes les interviews que nous avons faites entre 2011 et 2012. Je ne sais pas si vous avez vu notre documentaire Jeannette Lehmann et Stan Mayo, Le Retour. C'est un peu notre défense. Et là-dedans, nous avons le témoignage de plusieurs femmes qui racontent ce qui leur est arrivé. Dans cette histoire, quand leurs enfants se font abuser, ils vont à la police et qu'est-ce qui se passe ensuite, toutes les étapes pour comprendre le système. Que ce n'est pas un cas isolé. C'est systématiquement que la justice dysfonctionne. La justice, c'est en fait l'organisation criminelle. Voilà. Et ça a été déjà dénoncé par le rapport de l'ONU de 2003. Donc, en France, la justice, sur les histoires de pédocriminalité, ne fonctionne pas. On ne peut pas faire confiance. La justice, en fait, elle est complice. C'est de la complicité de la justice française. C'est le bras armé de la terreur d'État. Voilà. C'est leur moyen d'action pour éliminer, neutraliser toutes les gêneurs. Parce qu'il a touché à quelque chose, à des réseaux, des personnalités hautement placées, Nous avons mis en lumière que ça n'a aucun rapport si une personne est haut placée ou quelqu'un à moitié handicapé mental qui viole les enfants. Ils sont tous de la même façon protégés par la justice. Bien sûr. La justice, c'est en fait l'organisation criminelle. Voilà. Et ça a été déjà dénoncé par le rapport de l'ONU de 2003. Donc, en France, la justice, sur les histoires de pédocriminalité, ne fonctionne pas. On ne peut pas faire confiance. La justice, en fait, elle est complice. C'est de la complicité de la justice française. C'est le bras armé de la terreur d'État. Voilà. C'est leur moyen d'action pour éliminer, neutraliser toutes les gêneurs. Parce qu'il a touché à quelque chose, à des réseaux, des personnalités hautement placées, Nous avons mis en lumière que ça n'a aucun rapport si une personne est haut placée ou quelqu'un à moitié handicapé mental qui viole les enfants. Ils sont tous de la même façon protégés par la justice. Bien sûr. N'importe qui viole les enfants bénéficie d'une protection d'État. En France ? C'est-à-dire que la justice dysfonctionne de façon systématique et généralisée. Donc on peut dire qu'il n'y a pas de justice dans les cas de viol d'enfants. Mais justement, Jeannette, si aujourd'hui on fait le point après toutes ces années d'enquête de ta part et aussi Stan évidemment, quel est ton point de vue? Parce qu'au fait, on sait que dans tous ces pays, dans tous les pays occidentaux, il y a ces réseaux qui agissent en sous-marin. Et aujourd'hui, on arrive avec... aujourd'hui, on en est là, Stan est en prison, toi, tu manques de soutien, et on voit que la population occidentale reste très mal informée concernant toutes ces thématiques. Je voulais avoir ton impression sur la situation globale après toutes ces années. Sur la situation globale, c'est toujours pire. Chaque année, c'est pire. On ne va pas du tout vers le mieux, on va toujours vers le pire. Parce que maintenant, en plus, on a la révolution du genre au-dessus de tout ça. Parce que la protection institutionnelle de la pédocriminalité, ça fait des décennies que ça dure. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est des décennies que ça dure. C'est-à-dire qu'il y a toute une génération d'enfants déjà adultes, maintenant pères et mères eux-mêmes, qui violent les enfants. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils ont été abusés, ils n'ont jamais trouvé justice. Donc c'est une reproduction exponentielle de prédateurs. Pourquoi? Parce que la justice systématiquement et généralisée ne fonctionne pas. Alors, tu parlais des personnes haut placées. Et justement, tu parlais des personnes haut placées, tu parlais des différents types d'agresseurs, que ce soit des personnes très haut placées. On sait que dans le monde des magistrats, justement, on sait qu'il y a beaucoup de ce genre de pratiques complètement terribles. Mais tu as mentionné aussi le cas des handicapés mentaux ou des gens qui avaient vraiment des problèmes psychologiques. Mais selon toi, quelle est la portion de ceci, quoi, sur toutes les agressions qui existent aujourd'hui dans tous ces pays? On sait qu'il y a énormément d'enfants qui disparaissent.
tous les cas que tu relates, etc. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il s'agit, comme tu disais, d'une organisation, d'une réelle organisation. Et même ces handicapés, entre guillemets, ou ces personnes très dangereuses qu'on présente comme des kidnappeurs ou des pédophiles isolés, semblent également servir à la machine, au réseau, justement. Est-ce que tu vois vraiment la main d'une organisation profonde? Ah oui, tout à fait. C'est pas... Si on est arrivé à un point de dire que la justice fonctionne systématiquement et généralisée, ça veut dire qu'il y a un système, il y a une volonté, et ça ne date pas d'hier. Le rapport de l'ONU l'a déjà mis en lumière en 2003. C'est grave, c'est vraiment un système, c'est pas... Mais alors, dans ce cas, comment tu pourrais expliquer certaines anomalies, comme l'affaire Epstein, par exemple, qui éclatent soudainement, alors que justement les médias sont censés, on va dire, couvrir tout ce système corrompu, comme tu le disais? En France, ils couvrent, hein. C'est aux États-Unis que ça part. C'est toujours une personne isolée pour moi, même s'il s'agit d'une personne très haut placée, de pouvoir, mais pour moi ça leurre juste les gens. Ils vont dire, vous voyez, il y a quand même la justice. Là, il y a un grand poisson qui est mais il n'y a pas d'enquête sur Paris. Dans quelles conditions. Et c'est tout. Quand on sait déjà comment ça se passe en France avec les pédocriminels, ceux qui sont pédocriminels sont incarcérés dans des prisons spéciales. C'est des sites de vacances où ils ont un cours de tennis, ils peuvent sortir quand ils veulent, et ils ont même la piscine. C'est des conditions qu'on ne rêve même pas pour aller en vacances. C'est dans ces conditions-là, les pédophiles en France sont incarcérés. Donc parlons pas des personnes comme Epstein. Qui sait, qui connaît les conditions de cette détention? Qui sait qu'est-ce qui se passe vraiment? Parce qu'il nous raconte une histoire. Oui, mais c'est pas la première fois en plus. Hein. Il a été condamné il y a 10 ans. Il aurait dû être condamné à 20 ans de prison et il avait eu un jugement très très clément dans lequel il avait une liberté il était en semi-liberté, il avait dans une résidence VIP. C'est parce qu'en fait, il tenait, voilà, il a des noms. C'est quelqu'un qui fait chanter les gens, c'est-à-dire que il fournissait des jeunes filles, des enfants, et donc beaucoup de personnes ont peur de lui. Et même en voulant le condamner, certaines personnes ont été obligées d'être très cléments. C'est presque étonnant qu'il soit tombé maintenant. Parce que ça cache quelque chose. Une personne qui peut peut-être faire chanter d'autres, oui. Ça reste quand même une personne. Nous, on est en train de dénoncer tout le système. Un système, tout notre système, c'est-à-dire pas de justice, pas de démocratie, tout ça, c'est une illusion. Et ça, c'est infiniment plus grave. Et ça, on n'a pas le droit de dire. Donc on peut dire il y a un tel qui est pédophile ou un tel qui est pédophile, mais on ne peut pas dire attention, c'est le système qui protège tout ça. Dans tous nos systèmes où on croit bien vivre, on s'occupe bien de nous, on ne s'occupe pas bien du tout de nos enfants. Pas du tout, au contraire. Chaque année, c'est pire. L'éducation, tout ça. C'est en France, ils veulent baisser l'âge du consentement sexuel. Enfin, c'est une ministre qui est un peu tarée. Non, mais il y a un vrai agenda pour avancer ce genre de choses, hein, c'est clair. Et changer les mœurs. Exactement. Il y a aussi les standards européens de l'éducation sexuelle. Oui, parent numéro 1, parent numéro 2. Ça, c'est encore autre chose. Et puis, mettre la normalisation, c'est-à-dire la notion de père-mère, ça va devenir bientôt être anormal. On n'a plus le droit de dire père, mère, enfant, ça c'est une famille normale. On n'a pas le droit de dire ça. C'est discrimination. Ça, c'est en France, mais dans les autres pays aussi. Mais c'est vrai que c'est mondial, même dans les pays très conservateurs, en Irlande, etc. On pousse pour le mariage, pour le besoin d'une petite élite qui sert à justifier autre chose, qu'on crée des lois sociétales. Mais pour... Oui, c'est ça. Les homosexuels, ceux qui vivent leur vie, qui embêtent personne, ils n'ont pas besoin d'adopter les enfants. Non. S'ils veulent vivre ensemble, c'est leur problème qu'ils le fassent. Mais pourquoi ils ont besoin d'adopter les enfants? Pour faire quoi? Pour jouer? Pour faire quoi avec les enfants? Voilà, c'est pour être parent ou alors c'est pour jouer avec eux? C'est ça. Et quand tu dis jouer, c'est gentil. Mais oui, mais c'est ça. C'est-à-dire que c'est-à-dire le droit de l'enfant n'est pas respecté. On dit au nom du droit de l'homme, au nom du droit de mon avis, c'est-à-dire on donne plus de pouvoir à un droit individualiste. Voilà. Et c'est ça, parce qu'on dit toujours qu'on est dans un monde
où tout le monde est libre, tout le monde peut exprimer librement et être ce qu'il veut être, mais personne, oui, ceux qui nous contrôlent savent très bien ce qu'ils font, mais personne pense à qu'est-ce qu'ils vont penser ces enfants. Mais c'est un réseau... parce que la révolution du genre aussi, elle va beaucoup plus loin que ça. Je vous donne un exemple. Ça ne s'arrête pas à être LGBT. Aujourd'hui, on a, je crois sur Facebook, 120 possibilités de ce que quelqu'un peut penser être. Donc, 120 genres différents. Il y a des gens qui se transforment en animaux. Voilà, mais justement, tout ça, c'est ça qui est sournois, parce que c'est au nom de la maladie mentale. Qui se sentent chiens, qui se sentent tigres, ou vampires, ou reptiles, où on peut se sentir comme ci ou comme ça. Bien. Et ils vont transformer leur visage pour ressembler à comment ils se sentent, non? C'est là où c'est sournois, parce que c'est au nom de la liberté individuelle, mais il y a clairement un plan d'ingénierie sociale. Hein. Le but, c'est de changer les mœurs. Comme tu l'expliquais bien, c'est pour ça qu'à l'Eurovision, on a des femmes à barbe qui gagnent les chansons. L'Eurovision, ça c'est l'exemple. Il y a eu année sur année, donc il y a eu le transsexuel à barbe. Là, il y a eu, on ne sait pas ce que c'est, le garçon blonde qui chante une chanson complètement nulle, qui dit c'est moi, je fais ce que je veux. Donc le message derrière, il est fort. C'est-à-dire que ma liberté absolue, de faire ce que je veux. Donc c'est calculé. Oui, mais tu sais, ce message, je fais ce que je veux, remonte à des origines obscures. L'homme qui se met au centre de tout. C'est-à-dire, nous, on se met au centre de tout. Et en plus, notre sexualité, parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on s'en fout, la vie sexuelle de quelqu'un. Mais ça devrait être le point central de la vie de tous les humains. Parce que, bon, quelqu'un est homosexuel, on s'en fout. Qu'est-ce qu'ils font les gens sexuellement? C'est leur problème. C'est du domaine privé, et ça passe dans le domaine public. Ça doit être le centre d'intérêt à nous tous. C'est ça qui est en train de changer. C'est l'identité aujourd'hui. C'est ça. Ça définit l'être humain aujourd'hui. C'est devenu l'information. Il n'y a plus rien d'autre. Hein. La vie ne sert à rien d'autre que ça. C'est ça, ouais. Mais c'est clairement du satanisme, comme on dit. C'est-à-dire qu'on oublie les choses qui sont sacrées, on oublie les choses qui ont de la hauteur pour partir dans la bassesse humaine. Complètement. Hein. Le but, c'est vraiment de rabaisser l'homme. Oui, et on verse les valeurs. Les protecteurs des enfants sont les pédophiles ou les enleveurs, et eux sont les saintes, non? On autorise les adultes à les violer. Il n'y a pas d'âge de consentement, et c'est dit comme si c'était pour le bien de l'enfant. Donc c'est tout inversé en fait. Et puis si on l'a éduqué jeune, il était au courant. Voilà. Si on lui a dit à 6 ans la sexualité, puis qu'on le viole à 7, il était au courant. Donc vu que maintenant il y a des standards d'éducation sexuelle dès la naissance, donc on part du principe qu'ils sont au courant de ce que c'est que la pédophilie et qu'ils l'acceptent, puisqu'il n'y a plus d'âge de consentement. Donc tout est bien huilé. C'est les lois Chiappa. Pour que les pédophiles soient protégés. Il n'y a plus d'âge limite pour la protection des enfants, comme c'était avant. On disait à un certain âge, à 15 ans, 14 ou 13, en fonction des pays en Europe, il y avait une protection. En dessous de cet âge, on ne discute pas si l'enfant a été consentant. C'est un abus, c'est un viol, c'est clair, parce que l'enfant n'a pas les capacités pour comprendre ce qui se passe. Maintenant, tout ça a sauté avec la loi Chiappa. Et en parallèle, il y a l'éducation à la sexualité à l'école. Donc, on confronte les petits enfants avec les choses du sexe. Donc, après, ils sont au courant. Et forcément, un intérêt sexuel se réveille. Ils veulent savoir aussi qu'est-ce que c'est. On parle que de ça. Et puis, parce que si on parle que de ça, les enfants vont s'intéresser à ça. Et je veux aussi dire qu'il y a un accès qui est trop facile à Internet. On peut voir toutes les horreurs. Aujourd'hui, des enfants accèdent. Alors, on dit que tout ce qu'on demande, c'est ce que vous avez moins de 8 ans. Et encore, on ne pose pas toujours la question. Donc, toutes les images, tous les trucs, toutes les vidéos sont accessibles aux enfants, ou aux jeunes en tout cas. Donc, ils sont dans une période de construction. Donc, ils ne peuvent pas faire une construction, je dirais, normale, affective. Ce qu'ils voient, c'est une construction sexuelle mécanique avec des perversions et des choses comme ça. Moi, j'ai une question, Jeannette. Est-ce que tu as été confrontée au service de protection de la jeunesse, des enfants, qui fournissait éventuellement des enfants à ces réseaux? DAS. La DAS en France,
Chez nous, en Suisse, il y a d'autres endroits, il y a SPJ, SPMI. C'est les enfants qui sont retirés de leur garde parentale et puis élevés ailleurs, et il y a beaucoup d'abus. Oui, ça c'est un grand plan aussi qui est en train de se passer, parce qu'en Allemagne, par exemple, il y a même un mot pour ça, ça s'appelle Kinderklau, c'est-à-dire ils volent des enfants. Enfin, c'est un mot encore gentil pour dire sous n'importe quel prétexte, les autorités, les services sociaux viennent dans la maison pour retirer les enfants à leurs parents. Pourquoi? Parce que peut-être l'enfant était dehors avec un t-shirt et c'est un peu froid et quelqu'un a vu cet enfant et dit mais c'est quoi, ses parents sont complètement irresponsables, il faut qu'on envoie les services sociaux pour retirer les enfants parce que c'est pas possible que les enfants se promènent avec un t-shirt quand il fait froid, par exemple, ou que l'enfant a une blessure quelque part et va à l'école ou à un autre endroit et quelqu'un fait un signalement en disant là il y a un enfant maltraité et les services sociaux arrivent à la maison et disent mais vous maltraitez les enfants et les parents disent c'est quoi ça? C'était un accident, l'enfant est tombé, il court tout le temps, il est tombé, c'était un accident. J'ai un autre exemple. Oui, mais non, faut qu'on retire les enfants. Ça, c'est sous tous les prétextes. Ils enlèvent les enfants et les placent dans les institutions. Et on veut vacciner de manière, on pense abusive, jusqu'à 11 vaccins obligatoirement. Et s'ils ne sont pas vaccinés, ils ne vont pas à l'école. Et les textes de loi, ils ont prévu que dans certains cas, si les parents ne veulent pas vacciner, attention, pas les riches qui, eux, trouveront le moyen de remplir des carnets de santé par les médecins. Et pour les pauvres qui n'ont pas la possibilité de tricher, si le carnet de vaccination n'est pas rempli, il y a des lois qui disent qu'ils pourront enlever les enfants parce que les parents ne les soignent pas. Donc c'est prévu. Oui, ils sont irresponsables. C'est des parents irresponsables et voilà, on va prendre leurs enfants. C'est ça. Toute personne qui est conscient aujourd'hui de ce qui se passe, aussi ce qui est le contenu des vaccins, c'est impossible de vivre. C'est impossible d'élever les enfants. C'est impossible. Parce qu'il y a tellement de terreur d'État de tous les côtés. Concernant les enfants, spécialement, ils attaquent les enfants, c'est ça le futur. De tous les côtés. Oui, alors... qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Voilà, moi c'était ça ma question. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des institutions qu'on peut encore croire? On a parlé de l'ONU, des ONG. On sait que les gouvernements et la justice, on ne peut pas faire confiance. Mais est-ce qu'il existe quand même des gens à qui on peut faire confiance? Alors, il y a des gens très courageux qui font des enquêtes. Vous avez payé prix, mais il y a des organismes qui sont un peu plus structurés, qui font ça aussi. Alors déjà, je pense que la première chose, c'est de communiquer le plus possible. Parce que beaucoup de gens ne sont pas au courant. Beaucoup de gens ne veulent pas savoir. Parce que le responsable numéro 1, et on ne le dira jamais assez, la responsabilité numéro 1, sont les médias. Les médias qui censurent l'information. Et je suis d'accord avec toi que l'information n'a jamais été autant censurée. Il y a encore 15 ou 20 ans, les sujets tombaient, on parlait justement dans les débuts des années 2000, des lois étaient prêtes, et on constate depuis une dizaine d'années un recul. J'en veux pour preuve une émission, c'était de l'UC qui avait été faite en 2000, où elle a fait une émission mais extraordinaire, qu'elle a démontré les réseaux, et en fait cette émission, on aurait dû dire, ça devait être une bombe atomique. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous ceux qui ont travaillé dans l'émission, ils ont été bannis. Ils ont été bannis. Le documentaire a disparu. La juge a été mutée. La juge a été mutée. La journaliste a eu sa carrière brisée. Et alors que ce sont des gens qui ont eu un courage fou. C'est ça, le système, il est là. Les avocats qui veulent aider dans ce genre de cas disent écoutez, je ne peux rien faire. Avec la justice, on ne peut rien faire. La seule chose qui reste, c'est barrez-vous. Partez en clandestinité. C'est le seul conseil qu'ils peuvent donner. Je ne sais pas si aujourd'hui il y a encore des juges qui conseillent ça. Des médecins, c'est la même chose. Les médecins qui doivent en principe, après la loi, détecter les enfants qui ont été abusés et faire un signalement, ne peuvent plus le faire parce que c'est dangereux pour eux. Ils peuvent perdre leur travail. Le conseil des... comment ça s'appelle? Le conseil des médecins. De l'ordre. Conseil de l'ordre. L'ordre des médecins, voilà,
les rejettent après. Et tout ça, c'était dénoncé par le rapport de l'ONU déjà, en 2003. Et la situation est pire maintenant. C'est pire. Et c'est d'autant plus pire en France que maintenant, il n'y a plus d'indépendance de la justice. C'est-à-dire que c'est aussi directement commandé par le gouvernement. Ce qui veut dire que mais dans le cas de Stan, je répète, c'est vraiment donc la France, un procureur qui a donc fait cette plainte, qui a eu un jugement, et ils ont appelé Interpol. Et Interpol a été d'une efficacité mais incroyable, parce que pour agir au Venezuela, qui est un pays où en ce moment il y a beaucoup de difficultés, pour aller chercher quelqu'un qui n'est pas dangereux non plus, on parle d'une... c'est pas un criminel, Stan, c'est... voilà, même si les faits étaient avérés, je dis pas ça, mais même si c'est avéré, il n'était pas dangereux. Donc, qu'est-ce qui justifiait de faire ça? Sinon, voilà, il faut aller le chercher absolument, et que c'est une demande qui va au-delà de la justice. C'est, je dirais, presque une mesure personnelle. Oui, c'est politique, bien sûr, puisque nous avons aussi mis en lumière qu'il n'y a pas de justice en France dans les cas d'abus d'enfants. Et forcément, vu qu'il n'y a aucune solution nulle part, Stan est devenu révolutionnaire. Il dit clairement, on ne peut pas continuer avec ce système. Il faut un changement radical. Bien sûr, évidemment. Donc forcément, on est dans un problème politique aussi, un intérêt politique de l'avoir de retour en France. Alors je vais conclure là-dessus, mais on reprendra certainement dans ta interview. Aujourd'hui en France, si tu as suivi, il y a un mouvement de révolte qui s'appelle le mouvement des Gilets jaunes, qui au départ était parti sur des taxations trop élevées. Et c'est devenu maintenant un symbole, le gilet jaune, c'est-à-dire c'est la personne qui se révolte, qui dit il en a marre de cette oligarchie qui le fait devenir esclave. Et il y a eu un éveil des consciences, ça fait quand même depuis 9 mois que ça dure. Les gens, en France notamment, demandent à changer de système politique, demandent à changer de gouvernement. Il y a trop de corruption, il y a trop de mensonges. Ils ont compris des escroqueries, des multinationales, des banques. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais le président Macron n'a pas été élu, il a été placé par des milliardaires. Et en fait, il tient uniquement pour 2 raisons. C'est parce qu'il a les médias qui sont à la solde des milliardaires, qui le présentent toujours sous un bon angle. Et puis l'autre marmée, c'est la police. La police qui est extrêmement répressive. Et ça, je pense que de l'étranger, on n'en parle pas. Mais la police en France n'a jamais été aussi répressive. On parle quand même de 8000 arrestations, plus de 2000 blessés, plus de 500-600 blessés graves, c'est-à-dire qu'ils ont eu des chocs très graves. 26 personnes ont perdu un œil, une dizaine de personnes, il y a eu 6 personnes qui ont perdu une main. C'est-à-dire qu'on utilise contre les manifestants des armes de guerre. Voilà. Et aujourd'hui, les Gilets jaunes se révoltent, veulent parler et s'intéressent à tout. Et ce sujet de la pédophilie, justement, c'est un soutien. Et ils voient qu'ils tiennent, justement, ces gens, ce pouvoir, tous ceux qui le mettent, de voir que là, il y a des choses extrêmement mauvaises. Et à ce niveau-là, il y aura sûrement des soutiens et des actions. Il y a déjà beaucoup de soutien au niveau des Gilets jaunes. Partout en France. Il y a plusieurs groupes de Gilets jaunes qui diffusent tes vidéos. Il y a des groupes, il y a beaucoup de groupes. Qui sont en soutien moral, en tout cas pour Stan. Oui. Oui, alors nous, on a été très méfiants concernant le mouvement des Gilets jaunes, puisque c'était justement au début pour le prix de la gasoil. Et de faire bouger des milliers de personnes pour le prix de gasoil me semble un peu... Oui, mais c'est plus ça aujourd'hui, ce n'est plus ça. C'était même pas ça au début, c'est ce que les médias, mainstream ont dit, mais c'était pas ça le sujet. Parce que maintenant, il y a déjà une division des Gilets jaunes. Non, c'est ce que les médias veulent faire croire, justement, c'est pas vrai. Non, Jeannette, c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Justement, tout ça, c'est des erreurs. C'est les médias qui font croire. Il ne faut pas les croire. Les médias, ils disent qu'il n'y a personne dans les rues, qu'il n'y a personne. Nous, on est indépendants. Il suffit de regarder nos vidéos. Sur chaque rond-point, dans tous les villages, il y a des milliers de gens qui sont révoltés. Il y a 80% de soutien. Les gens n'en peuvent plus.
Parce que le projet de M. Macron, c'est tout simplement de détruire la France. Il est en train de tout détruire, le système public. Il est en train de tout privatiser. Il est en train de tout donner à ses copains. Et c'est affreux, c'est-à-dire que la France était en avance sur les choses. Demain, il n'y aura plus de sécurité sociale, il n'y aura plus d'assurance chômage, il n'y aura plus de barrage, il n'y a déjà plus d'industrie. Il est en train de tout démonter. Il n'y a plus de liberté. Et il n'y a plus de liberté. Parce qu'il a travaillé chez Rothschild, il ne faut pas l'oublier. En fait, il ne travaille pas pour la France. Le plus grave de tout, pour moi, c'est ce qui se passe avec les enfants. Oui, et alors les Gilets jaunes commencent vraiment à s'en emparer de ce sujet et à s'informer sur la question et à diffuser les abus. Hein. Voilà. En ce moment, il y a un gros boom de cette question-là. Il faudra vite qu'ils se joignent à ce combat parce que ça concerne leurs enfants. Mais ils y sont. Ils y sont en majorité, ils y sont dans ce combat. Mais après, comment faire? Il faut aller... faire des manifestations spécifiques, il faut dénoncer, parce que il y a eu dernièrement justement, c'est un policier, un grand directeur qui a été condamné pour pédophilie, mais il se protège, il a quand même été arrêté, mais on ne sait pas son nom. Voilà. Alors qu'un manifestant qui a fait presque rien, il va prendre 4 mois, 6 mois de prison ferme pour des broutilles. Pour avoir été présent à une manifestation, voilà. Par exemple. Non, mais comme tu disais, la première étape, ce serait peut-être de continuer à sensibiliser les gens, à diffuser l'info, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas au courant et qui ne se doutent pas qu'une telle atrocité puisse se produire et existe réellement. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire pour réveiller les consciences. Ouais, mais nous, oui, mais il y a des milliers de personnes qui peuvent faire le relais. À 28 jours de grève de la faim. Là, maintenant, concrètement. Et bien sûr, il faut communiquer dans toutes les directions. Seulement, il faut une intervention depuis le Venezuela. Moi, je préfère de mourir ici, dans le pays de Chavez, que dans les mains de la justice satanique en France. Ça ne va pas arriver que moi, vous allez m'extrader vivant en France. Ça n'arrivera pas. Qu'on reconnaît le combat qu'on a mené pendant toutes ces années, qu'on met en lumière tout ce qui se passe en Europe, la protection institutionnelle de la pédocriminalité. Et la deuxième demande... demande... Elle fait tout ça. La deuxième demande, c'est faut... de pas être extradé. Oui, après, faire tomber, il faut... alors, il y a des gens qui vont prendre des risques, mais je dirais les gens seuls. Nous demandons l'asile politique, c'est ça notre demande, c'était l'asile politique ici, mais pas seulement pour nous. Au début, on est venu ici comme précurseur, parce que l'idée était d'ouvrir une porte, une brèche pour toutes les personnes qui ne savent pas quoi faire, qui ne savent pas où aller avec les enfants abusés, parce qu'il n'y a aucune solution dans le monde entier. Depuis que la Suisse a fermé la possibilité de l'asile politique, il n'y a plus de possibilité nulle part dans le monde. Donc, les enfants sont obligés de grandir jusqu'à l'âge adulte dans des conditions où ils sont violés. C'est impossible. Donc, ça concerne tellement de personnes. Alors, moi, je pense qu'il faudrait rechercher des pays qui, justement, seraient d'accord pour faire cet asile politique. Alors, il y a des pays qui sont plus... mais alors, peut-être des pays en Asie, des pays peut-être en Amérique latine. Au Pérou, mais qui ne soient pas corruptibles facilement, c'est ça, après. Normalement, le Venezuela est en lutte depuis l'ancien président Hugo Chavez contre l'Empire. Non, eux, ils appellent ça l'Empire, les États-Unis, mais nous, on appelle ça plutôt le nouvel ordre mondial. Ouais. Donc, on pense que c'est quand même le même combat qu'on mène. Et qu'ici, la famille vaut quelque chose. Ils protègent les enfants et la famille et la femme et toute la famille, ce qu'on ne peut plus dire en Europe. Et la Russie, est-ce que ça serait une option? Je ne sais pas que tout est parfait, mais je pense à Snowden, je pense qu'il y a des gens qui sont quand même trouvés refuge en Russie et que peut-être, au moins sur ce niveau de la pédophilie, il y a peut-être moins d'abus, je pense. Oui, en tout cas, ils ne suivent pas avec la révolution du genre en Russie. Voilà. C'est déjà un bon point. Mais les gens qui sont vraiment en lutte contre l'Empire, historiquement, c'est le Venezuela. Il y a peut-être l'Iran aussi qui clairement se positionne contre toute l'évolution dont on parle, la théorie du genre, etc., l'ingénierie sociale. Et je pense qu'il serait intéressé d'accueillir des résistants dans votre genre. Clairement, depuis longtemps, l'Iran... Bon, c'est un pays spécial, avec une culture qui est très différente de la nôtre, mais eux accueillent des résistants très souvent.
Oui, ils sont d'ailleurs amis avec le Venezuela. Tout à fait. Alors, il faudrait demander peut-être une extradition vers un pays comme ça. Mais la Russie, c'est peut-être un moindre mal. Mais la Russie, je pense. Moi, je pense que la Russie, ça peut, au moins, même s'il y a des choses perfectives, hein, je ne défends pas tout, mais au moins à ce niveau-là. Poutine a déjà dénoncé plusieurs fois les réseaux pédocriminels. Oui, mais maintenant, on est dans une situation où nous avons tout essayé ici au Venezuela pour obtenir l'asile politique et on est dans une situation où maintenant Stan est incarcéré ici et le danger est qu'il va être extradé en France. Donc la question ne se pose plus. C'était en tout cas très intéressant. Merci Jeannette. On garde le contact. Jeannette, on est avec toi. Hein. Courage, courage. Courage. Il y a encore peut-être quelque chose d'important du pourquoi Stan est si recherché. Je ne sais pas si vous êtes au courant de l'affaire Vincent, que lui, il avait déjà été condamné en 2007 pour soustraction de mineurs. C'est un enfant qu'il a essayé de sortir de ce réseau pédosatanique et ça s'est mal passé. Il a été arrêté, il a fait de la prison, 3 semaines, grève de la faim là aussi, mais après il a été libéré, il a été libéré, après il a arrêté son grève de la faim. Et l'enfant était mis à l'attendant dans une famille, dans les services sociaux. Famille d'accueil. Donc, en 2009, il a été condamné pour soustraction de mineurs. Et le problème avec Stan est qu'il n'a pas intégré ce qu'il devait apprendre de cette histoire. Donc, il ne se plus jamais se mêler à des histoires judiciaires, que ce n'est pas son problème. Il doit s'occuper de sa vie et pas de la vie des autres, n'est-ce pas? Et donc, comme il a aidé encore une autre femme, Priscilla Majani, avec sa petite fille de 5 ans en 2011, à disparaître. Et cet enfant, après ce que je comprends, est toujours introuvable pour les autorités françaises. Ça pose problème. Si on comprend bien, en fait, à chaque fois que Stan est intervenu pour aider un enfant, en fait, à sortir de ses réseaux, c'est là, en fait, qu'il a été inculpé, poursuivi, emprisonné, etc. C'est ça, parce que on peut pas le faire revenir à la raison, hein. Mais c'est ce genre de personne. Parce qu'il devait comprendre qu'il a déjà payé assez cher quand il est intervenu dans l'affaire Vincent, quand il travaillait dans l'association politique de vie. Il aurait dû comprendre la leçon parce qu'il a été condamné et ensuite il a été obligé de partir en clandestinité. Enfin, obligé, c'est ce qu'il a choisi puisqu'il n'y a pas d'autre option. Oui, mais Jeannette, ce genre de personne, je pense que tu le sais, hein, la tête comprend, mais le cœur ne comprend pas. Il ne pouvait certainement pas agir contre ses convictions. Et c'est certainement pour ça qu'au fait, il est tant respecté, au fait, hein, Stan. Donc on tient à te rendre hommage aussi ici pour tout ton travail, toutes ces années d'enquête et de partage d'informations, parce que tu as aidé beaucoup d'entre nous à éveiller nos consciences. Pareil pour toi, Jeannette, hein, donc merci encore. Merci beaucoup.